ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. L'idée, c'est que vous allez découvrir des parcours de personnes d'horizons variés qui, un jour, se sont lancées en immobilier. Mon objectif, à travers ces témoignages, c'est d'apporter du concret au podcast, qui va vous inspirer, vous donner des idées et surtout vous remplir d'une bonne dose de motivation. Aujourd'hui, j'accueille Steven. Steven avait un avenir tout tracé pour devenir médecin cardiologue. Alors qu'il avait quasiment terminé ses études, il se lance dans l'achat de son premier bien immobilier. Et là, sa vie bascule. Il remet en cause sa carrière et décide de faire de l'investissement immobilier son métier. Découvrez toute son histoire dans cet épisode. Bonne écoute. Alors, salut Steven. Salut Dorine, comment vas-tu ? Ça va super, je suis super contente de t'avoir sur le podcast. En plus, tu es le spécialiste de la location courte durée, donc je pense que ça va faire du bien à tous les auditeurs d'entendre aussi des sons de cloche un peu différents du mien. Eh ben écoute, super, je te remercie pour l'invitation, c'est réciproque, ça me fait bien plaisir d'être là. Donc, le concept dans mes interviews, c'est qu'en général, j'aime bien parler de l'enfance et de faire un peu tout un parcours pour que tu nous racontes toute ton histoire depuis tes origines et de nous expliquer un peu toute la démarche, comment ça s'est passé pour toi. Donc je veux bien que tu nous parles déjà où t'es né, où t'as grandi, dans quel type de famille, etc. Eh ben écoute, avec plaisir. Alors moi, je suis à côté d'Angers, dans le 49, et je viens d'une famille, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est dit, mais classique, c'est-à-dire que mon père a travaillé à l'usine, on est 4 enfants, donc ma mère a passé son temps, la majeure partie de sa vie à nous élever, parce que 4 enfants travailler, c'est pas évident. Donc je viens d'une famille vraiment modeste, on n'a jamais manqué de rien, c'était vraiment cool, mais pas un niveau, pas multipropriétaire, pas investisseur, pas chef d'entreprise, c'est vraiment pas le domaine. Donc moi je viens de là. Et puis si tu veux, on a reçu une éducation, j'ai envie de dire, un peu traditionnelle de la classe moyenne, c'est-à-dire bosser à l'école, les enfants bosser à l'école, parce que si vous voulez pas justement galérer un peu en fin de mois comme nous souvent, faites des études, allez le plus loin possible pour essayer de vous assurer et vous sécuriser un avenir. Donc tu vois un petit peu l'éducation, je pense, de millions de Français. Donc on a reçu ça. Donc mon frère a commencé avant moi, parce que moi je suis le deuxième. Donc mon frère a fait une école d'ingé, donc il est ingénieur thermonucléaire. Moi j'ai fait mes 10 ans de cardiologie aérospatiale et j'étais maître de conférence universitaire également. Et puis les petits jumeaux derrière sont le deuxième est ingénieur thermonucléaire également, et ma petite sœur est architecte d'intérieur. Donc on a fait nos études, on a rempli notre job pour un peu rendre fiers les parents. Et puis moi donc j'étais en thèse, donc à la base je suis d'Angers, j'ai fait mes 6 premières années de médecine à la fac d'Angers, et puis je suis parti faire mes 4 dernières années de cardio au centre spatial, et du coup j'ai été recruté à Caen, en Normandie. Et si tu veux, dernière année de thèse, donc on était en 2018. Déclic perso, parce que ça fait 10 ans, donc mine de rien t'approches de 27-28 ans, donc t'es plus tout jeune. Et puis gros déclic un petit peu perso, coup dur un peu, plein de remises en question, t'arrives peut-être pré-trentaine, tu vois, je ne sais pas, et puis t'arrives à te dire, écoute, en fait, j'ai toujours rien fait. Oui, j'ai mes études, mais j'ai pas de maison, j'ai pas d'appartement. En fait, le constat a été radical, et moi je me suis dit, mais en fait, si t'as que ta voiture, quoi. T'as que ta voiture, t'as pas de logement, t'as rien acquis, t'as rien fait, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'es juste un étudiant comme un gamin de 19 ans en fait, sauf que t'en as 28 quoi. Donc je sais pas, ça commence à me peser. Et puis C'est quoi qui t'a fait te peser ? Tu t'es comparé avec d'autres amis qui avançaient peut-être plus ? Même pas, même pas du tout. Coup J'étais dans ma bulle, et un jour, mais alors rien à voir,
je m'ennuyais un petit peu, mais je me posais pas de questions plus que ça. Tu sais, t'es dans ta routine, t'es dans ton quotidien, j'allais au travail, à l'hôpital, etc. Je me posais pas de questions. Et un jour, j'ai un coup de fil de mon banquier. Donc c'est mon nouveau conseiller bancaire qui, mais vraiment le coup de fil tout bidon, bah voilà, votre ancien conseiller est parti à la retraite. Je suis votre nouveau conseiller. Il venait juste se présenter. Je lui dis bon bah super, ok. Avez-vous des questions? Non, pas de souci. Merci, au revoir. Ça a duré 2 minutes 30. J'ai raccroché le téléphone et je me suis dit, faut que j'achète un appartement. Je peux plus rester sans rien faire. On n'en avait absolument pas parlé. Ça m'a foudroyé comme ça. Me demande pas pourquoi. Tout le monde me le demande. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, il faut que je me bouge. Il faut que j'aille acheter un appart. Il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester sans rien. Et puis, l'idée a été mise. Et quand moi, elle est là, elle est pas ailleurs, tu vois. Donc, j'ai commencé. Comme tout le monde, hein. YouTube. Contenu gratuit. Et puis, je me suis dit, tiens, on va aller regarder comment on achète. Donc, tu tapes acheter appartement sur Internet. Tu pars de rien, zéro. Je savais pas comment on faisait. Et puis je suis tombé là-dessus sur des gros formateurs, etc., sur des vidéos de motivation un petit peu sur YouTube notamment beaucoup. Alors ça c'était en quelle année? Parce que excuse-moi, 2018. On est en 2018. D'accord. Ouais, 2018. Il me restait encore 1 an de doctorat à faire. Donc 2018. Et puis donc je commence à regarder tout ça et je me dis, mais en fait, je suis en train de me rendre compte au fur et à mesure des vidéos que il y a l'air d'avoir quelque chose d'intéressant à faire. Que moi j'avais l'idée, je vais acheter un appartement. Soit je vais le mettre à louer et puis j'aurai un appartement dans 25 ans, mais je le faisais pas du tout à but financier, tu vois, c'était vraiment plus pour faire un peu comme tout le monde et puis me dire tiens, ça y est, j'ai un projet. Et en fait après j'ai vu ces vidéos d'investisseurs, je me suis dit mais les gars gagnent de l'argent. Pour moi c'était pas possible, tu vois. C'était pas le schéma que j'avais en tête. Et puis j'ai creusé. Et puis j'ai été mordu, me demande pas pourquoi. J'allais au labo, je passais la moitié de ma journée à regarder des vidéos à côté sur mon double écran. Enfin, c'était vraiment, j'étais omnibulé par ça. Et j'ai continué pendant 6 mois. Beaucoup de mindset, on m'a dit de lire des livres, donc j'ai lu le premier livre. Je crois que 99% des gens qui se lancent dedans ont commencé à lire Père riche, Père pauvre. Parce que je l'ai vu sur YouTube. Et c'est tout le temps comme ça. Et on me l'a dit, je l'ai vu sur YouTube. Tiens, lisez Père riche, Père pauvre, éducation financière. Je me suis dit, mais déjà, je sais pas ce que c'était le développement perso, je sais pas ce que c'était l'éducation non financière. Et je me suis dit, bon, écoute, il m'a fallu 4 mois pour l'acheter. Parce que j'avais tellement pas le bon mindset que claquer 15 € dans le livre, je voulais pas. Je me suis dit, ouais, non, tu vois, comme on dit tous au début, ça va être de l'arnaque, ça va être nul, je vais rien apprendre. En plus, j'ai jamais lu un livre de ma vie, parce que je détestais lire. Donc, il m'a fallu 4 mois au moins pour l'acheter. Et puis, à force d'en voir, je me suis dit, bon, après tout, on va essayer, quoi. Et là, j'ai pris une claque monstrueuse. Et je me suis dit, ok, en fait, il y a autre chose qui existe. Je suis en train de foncer dans un schéma prédéfini par la société. C'est pas forcément celui-là que je veux. C'est pas là où je m'éclate. Parce que si tu veux, pour la petite anecdote, durant mes 4 ans de thèse, j'avais quand même beaucoup d'autonomie. Tu vois, t'es plus étudiant, tu vas plus à la fac, t'es sur le terrain. En plus, moi, si tu veux, je travaillais pour le Centre spatial français et l'ESA, l'Agence européenne spatiale. Et donc, en fait, mon travail a été pendant 4 ans de suivre les astronautes dans tous les centres spatiaux pour les préparer au vol spatial dans l'ISS. Donc, moi, je travaillais en cardio, donc on regardait un petit peu le système cardiovasculaire, les pressions artérielles, etc. Avant les vols, on les préparait au retour de leur mission. Donc, en fait, je suivais un petit peu les astronautes dans leurs centres spatiaux. Donc, je partais tout le temps, 8 mois en Allemagne. Après, je suis parti à Moscou, à la Star City, les Pays-Bas. Enfin, je voyageais un peu partout, je les suivais. Donc, pas de vie de famille, rien du tout. C'était très compliqué à l'époque, très très compliqué. Et tout ça m'a amené à ce déclic et je me suis dit, j'ai cette certaine autonomie et je voulais pas la perdre. Donc je me suis dit, de toute façon, c'est sûr et certain, plus je lisais ça, plus je me suis dit, je ne pourrai jamais aller dans le salariat, c'est pas fait pour moi. Je suis un gros bosseur, mais j'ai besoin de bosser pour des projets, j'ai besoin d'être libre. Moi, m'imposer une heure pour arriver le matin au travail, ça c'est pas possible. Je l'avais déjà pas vécu pendant mes 4 ans de thèse où mine de rien, pendant tes recherches, t'es quand même assez libre, tu fais un petit peu ce que tu veux, du moment que le travail soit fait. Moi, j'avais beaucoup aimé cette façon de faire, et je me suis dit, je me vois pas trouver un job et dire, faut pointer à 8 heures. Ça, c'est impossible pour moi, j'ai besoin de liberté. Et je me suis dit, un jour ou l'autre, même si ce boulot, il est cool, dis-moi. Ouais, j'ai pas le temps de poser mes questions, du coup, parce qu'il y a plein de questions qui me viennent. Je t'ai dit, je parle trop, faut m'arrêter. Du coup, en fait, parce que déjà, quand t'as démarré, quand t'as démarré tes études et que t'as commencé à faire médecine, t'avais une sorte de passion pour le corps humain. Ouais, pour la cardiologie, ouais. Cardio et l'espace. J'ai toujours adoré ces deux disciplines. Et du coup, pendant tes études, t'étais quand même passionné. Puis en plus, je connais aussi dans mes amis des personnes qui ont fait médecine. Et du coup, c'est quand même des études. On sympathise beaucoup.
Et on est dans une sorte de milieu, on est dans un groupe fermé un peu, non? Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours l'impression des médecins, c'est que, Ouais, tu sais, ils sont assez si, c'est soudés. sûr. Et du coup, les autres, ils devaient pas du tout être dans le même état d'esprit que toi, non? Enfin, ou comment c'était? Bah, si tu veux, en fait, j'ai fait mes 6 premières années classiques et en 6e année, j'étais en stage et du coup, mon directeur de stage, c'est là que je suis tombé dans le monde de l'aérospatial, c'est qu'il était professeur émérite pour le centre spatial. Et Et ça, c'était du un coup, hasard, il du m'a coup. un hasard pur, enfin, c'était un hasard pur. En le sélectionnant, je savais qu'il travaillait pour le centre spatial et j'ai toujours aimé l'espace, les astronautes, les fusées. J'ai toujours adoré ça, même si j'adorais la cardio. Moi, dans toute la médecine, c'est la cardio qui m'attirait le plus. Mais à côté, j'ai toujours eu cette deuxième passion. Ça me passionne l'espace. Et je savais que ce gars-là était aussi en parallèle chercheur pour le centre spatial. Et du coup, je me suis rapproché de lui. J'ai fait tout pour être en stage avec lui. Et j'ai réussi. Et du coup, il m'a emmené mes 3 premiers mois au centre spatial français, donc à Toulouse, au CNES, où j'ai travaillé là-bas pendant 3 mois. Et c'est là que je me suis fait repérer par le centre spatial et qui m'ont dit, bah écoute, on te finance tes 4 ans de thèse, par contre, t'oublies la profession classique de médecin et tu viens chercher chez nous. Donc j'ai tiré une croix sur le parcours classique pour partir en recherche aérospatiale. Donc j'ai bifurqué, 10 mois. Et du coup, ça fait que t'es pas devenu docteur officiel, en fait. C'est une sorte d'autre Si, cursus. si, j'ai mon doctorat quand même, Ah, ça c'est une s'appelle doctorat, c'est la même spécialité. chose. C'est une spécialité, en C'est fait. juste une spécialité, j'ai mon doctorat de cardiologie en discipline aérospatiale, aéronautique. Donc D'accord. j'ai décidé de faire ça, et donc je me suis fait recruter par le centre spatial, donc qui m'a financé mes 4 ans d'études. Et donc c'est là que je te dis, j'ai voyagé, j'ai kiffé, mais voilà, petite Mais famille. c'est rigolo, j'ai une analyse un peu du coup sur toi là par rapport à ce que tu dis. J'ai l'impression que t'es quelqu'un d'ultra passionné. Du coup, tu te mets à fond dans le truc. Et puis après, tu te retrouves un nouveau truc. Et tu te remets à fond. Et en fait, Ouais, t'aimes c'est un bien peu ça. aller à fond dans ce que tu fais. Mais une fois que ça rentre dans la routine, bah ça te saoule un peu, quoi. C'est J'aime pas la ça ou c'est routine. pas ça? C'est, Bah c'est ça, non? ouais, je suis allergique à la routine. Au bout de 4 ans, j'en ai fait le tour. En fait, et c'est maintenant que je me suis trouvé, et j'adore l'entrepreneuriat, c'est que j'adore entreprendre. Peu importe les domaines, du moment que j'entreprenne des choses qui me font kiffer, qui m'animent, que je sais pourquoi je me lève le matin, parce que je peux mener mes projets comme je l'entends. Je suis un bosseur fou, mais il faut que ça me plaise, il faut que j'ai les mains libres, je veux pas avoir pieds et poings liés. Et du coup, j'ai fait mes 4 ans, et après je me suis dit, stop, j'aurai toujours pieds ou poings loués, je pourrais pas faire ce que je veux. J'ai adoré ça, j'adore toujours ça reste une passion, mais une passion n'est pas forcément ton gagne-pain. Et aujourd'hui, j'ai appris la différence. Tu peux très bien être passionné de quelque chose sans pour autant devoir en faire ton métier, en vivre. Aujourd'hui, grâce à ce que j'ai fait, on en parlera après, bah, j'ai le choix, bah, grâce aux revenus que je gagne, de m'offrir la vie que je veux. Et donc, bah, ça m'empêche pas d'être passionné, de suivre ce qui se passe dans l'aérospatial, d'aller assister à des lancements de fusées si j'ai envie. Mais je suis obligé d'aller travailler parce que l'envers du décor, oui, tu travailles pour les astronautes, mais c'est que 90% de ton cas, du temps, bah, t'es sur un ordinateur, tu lis des articles scientifiques, tu rédiges des données, et ça, c'est pas fou. Donc en fait, t'as toujours la version que voient les gens d'extérieur, ils se disent, mais pourquoi t'as abandonné justement des études comme ça, ma famille, pourquoi tu plaques tout pour rien, entre guillemets, t'avais rien d'acquis alors que t'as fait tout ça. Mais tout ça, c'est pas aussi beau que la société veut vous le donner. Oui, c'est beau sur le papier, c'est un beau métier, mais c'est blindé de contraintes, vous êtes pas du tout reconnu à votre juste valeur, vous êtes payé très mal par rapport à ce que vous avez fait, très très mal. Donc pour tout ça, je me suis dit, c'est une passion, ça le restera toujours. Je me renseigne, je lis les articles dessus parce que ça me plaît toujours, mais c'est pas parce que c'est ma passion que ça doit être mon travail. Et donc c'est comme ça que j'ai changé. Et du coup, tes frères et sœurs, ils ont aussi ce caractère ou t'es un peu le seul de la famille à être comme ça? Je suis le seul. Eux, ils ont tous leur boulot, tous leur CDI, ils sont tous employés. Il y a que moi qui a fait voler en éclats un peu les parents, si je puis dire, à l'époque. Et ils Mais devaient être contents, ouais, non, non, ça quand s'est t'as fait comme dit... ça. Parce que quand t'as décidé du coup de te dire ouais, il faut que je fasse autre chose de ma vie, enfin, donc vers la fin de ta thèse, c'est ça, ou courant de fin de ta Bah thèse? en fait, si tu veux, ce que j'ai fait, donc j'ai découvert tout ça un peu sur YouTube, je me suis fait mort dedans, j'ai lu, etc. L'année 2018 passe, on rentre en 2019, et je me dis, bon, il me reste... J'ai soutenu ma thèse, j'ai fini mes études le 17 décembre 2019, pour être très précis, Ouais. donc toute fin 2019. Février 2019, j'ai visité mon premier bien immobilier, parce que je pouvais pas attendre en fait. Donc j'étais encore étudiant, il me restait un an de thèse,
Et je me dis, mais en fait, j'avais tellement bouffé pendant l'année 2018 que je me sentais prêt, en fait. Je me sentais vraiment prêt. Je me suis dit, mais en fait, j'ai juste plus envie d'attendre. C'était tellement attrayant, ça m'avait tellement mordu. Je me suis Est-ce que décidé tu d'aller t'étais... visiter le premier bien. Attends, juste une petite question. Dis-moi. Tu t'étais vraiment uniquement imprégné du contenu gratuit ou est-ce que tu t'étais aussi laissé tenter par des contenus payants? Enfin, c'était juste pour Alors, savoir. justement. Non, c'est intéressant ta question parce que c'est là aussi que tu vois le process du mindset et c'est ce que je dis à mes élèves. Le mindset ne se fait pas en 2 jours. C'est que pendant cette année, je te dis, il m'a déjà fallu 4 mois pour dépenser 20 balles pour un livre. Et je voyais qu'il y avait des formations parce que forcément, sur le contenu YouTube gratuit, à un moment, c'est des formateurs, il y a de la formation, mais c'est 2000 euros, tu vois, à peu près. Et en un an, jamais de la vie, je me suis dit, non, je mets pas 2000 euros là-dedans. Pourtant, j'ai un iPhone. Donc c'est cliché, mais c'est la vérité. Mais je me suis dit, jamais de la vie, je mettrai mon argent là-dedans. Je vais visiter mon premier bien. Je m'étais toujours pas formé. Et je fais la visite. Donc, premier bien, c'était un immeuble. Hein. Moi, je suis comme ça, je jette pas de petit, j'ai toujours acheté que du gros. Je me dis, quitte à commencer, autant commencer gros. Et j'ai visité, et je me suis dit, non, Steven, tu déconnes, il faut que tu te formes. Là, ça devient sérieux, ça devient concret. J'étais devant le fait accompli, je me suis dit, non, mais tu vas faire n'importe quoi. Je suis rentré le soir, j'ai acheté une formation. Ah oui, du coup, ah oui, mais alors Ouais. quand même, de partir. Alors nous, je sais, avec Cyril, on fait partie des tarés qui démarrent direct sur un immeuble. Enfin, j'ai pas Ouais. envie de dire tarés, mais disons des gens un peu ovnis qui se disent direct, vas-y, on se lance à fond ou pas, quoi. Et quoi, toi, comment t'as fait pour en venir quand même à acheter un immeuble? Parce que oui, je vais acheter plus gros, mais c'est quoi? C'est tes lectures, c'est tes audios, c'est enfin, Ouais. ce que t'as écouté, Pour moi, c'est le mindset. Même aujourd'hui, ce que j'enseigne à mes élèves, l'investissement immobilier, tu as la partie connaissance qui est importante, mais tu peux avoir toutes les connaissances du monde. Si t'as pas d'état d'esprit, si t'as pas une mindset, si t'as pas de mental, ça ne fera rien. Et tu le constates aujourd'hui, moi c'est le constat que je fais aussi après de mon métier aujourd'hui, c'est que t'as beaucoup de personnes qui achètent des formations, t'en as combien qui réussissent vraiment? Très peu, très très peu dans le lot. T'as quoi? T'en as 10% qui réussissent à sortir leur épingle du jeu. Ils ont rien de plus, c'est pas les 10% les plus riches. Pourtant tout le monde a les mêmes connaissances. Clairement la connaissance ne fera jamais la différence. Il y en a beaucoup qui disent la connaissance c'est le savoir c'est le pouvoir. Oui, le savoir c'est important. Mais si t'as que du savoir, plein de gens ont beaucoup de savoir, plein de gens sont très intelligents. Tu regardes les premiers de la classe, souvent dans les facs, c'est jamais ceux qui réussissent le plus. Parce qu'en fait, c'est pas ça qui va te faire réussir. C'est ce que t'as dans la tête. Ta capacité à emmagasiner de la douleur, de la souffrance, des échecs. Et c'est ça qui fait que toi, tu vas réussir. Même si tu pars de plus bas ou si t'es moins intelligent qu'un autre, ça ne changera rien. Au final, tout le monde peut tout faire. Et au final, c'était mon mental. Moi, pendant un an, c'était écoute, audio, mindset. Tu dois te préparer à la guerre avant de partir en guerre. Et une fois que tu es prêt, que tu doives acheter un immeuble, une villa, un truc à 2 millions, ça me dérangeait pas en fait. Ça me dérangeait pas. Je savais ce qui allait m'attendre, que ça allait être dur, que ça, surtout que j'étais étudiant, j'avais pas de revenus, j'allais galérer en banque, tout le monde me prenait pas un fou, et j'ai galéré en banque, hein, j'ai pris, je crois, 17 ou 18 refus, et je l'ai eu quand même. Mais c'est le jeu en fait. Donc pour moi, la base de tout, j'ai envie de dire entrepreneur, investisseur, parce que pour moi tout ça c'est un petit peu pareil. Il faut travailler votre mindset. Et souvent, les gens négligent ça. Ils veulent tout de suite. On n'a pas le temps de changer d'état d'esprit. Je veux juste acheter un bien qui soit rentable. C'est une grave erreur. Tu ne feras jamais éclater ta vie à la hauteur de tes rêves si tu zappes la partie mindset. Tu dois penser différemment. Tu dois être capable d'encaisser des choses que 95% de la population n'est pas capable d'encaisser. Et c'est ce qui fait que tu réussiras. C'est pas plus t'en as dans la tête, entre guillemets. Enfin, c'est ma façon de voir, du moins. Et c'est ce qui m'a permis de me lancer. Ah mais je suis complètement d'accord et c'est super bien raconté, enfin super bien dit, je trouve ça hyper inspirant. Allez, donc revenons-en donc à ton immeuble et du coup cette visite, t'en as fait quelque chose? Enfin t'as fait une offre sur cet immeuble ou t'as continué à faire d'autres recherches? C'est quoi la suite de l'histoire? Première visite, donc je vais avec mon père parce que voilà, j'étais pas formé, je ne savais pas tout ce qui était la partie travaux, j'étais pas manuel, tu te doutes bien qu'à fac de médecine on n'apprend pas la maçonnerie, donc c'était pas mon truc, alors que mon père lui est très manuel, donc il est venu avec moi. Première visite, ça ne le fait pas. Voilà, c'était pas intéressant. Maintenant j'y repense et je passe devant encore dans ma ville natale des fois et je me dis mais pourquoi j'ai été visiter ça? Mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis donc après je me forme et puis pas longtemps après, franchement, j'avale la formation en 1 semaine. Je fais que ça jour et nuit, je la regarde 2 fois de suite, et puis voilà, c'est bon, à un moment je me dis c'est bon, j'en sais suffisamment, à un moment faut se faire confiance, j'y vais, et puis 3 semaines après je retrouve un bien, je suis le bon coin, classique, un immeuble, 240 mètres carrés, il y avait 5 apparts possibilités de faire, je vais le visiter, gros de travaux, c'était un bien que j'ai eu à 75 000 euros, il y avait à peu près 140 000 euros de travaux, donc tu vois à peu près le double, et je me dis mais lui il est incroyable, il me le faut, et je me suis mis dessus, dès le deuxième, et je me suis mis dessus, et je me suis dit, ok, on va appliquer ce que j'ai appris. Je vais me mettre dedans, je vais monter un dossier, je vais faire tous les devis.
Là, j'ai fait le premier constat, c'est que les formations, souvent, c'est très théorique. Et quand je suis arrivé dans les devis, eh ben, la pratique, elle était pas là. Donc, je comprenais rien au jargon de mes artisans, enfin, clairement. Donc, j'ai fait venir 6 artisans par corps de métier. Donc, 6 électriciens, 6 plombiers, 6 menuisiers. Ça m'a pris 1 mois et demi, non-stop quasiment. Donc, j'étais à Caen. J'étais à Caen à l'époque. Donc, j'étais encore en études. Parce qu'on était au mois de février-mars 2019. Et j'investissais, du coup, dans ma ville natale, Angers. Donc, il y a 4 heures de route. Hein. Donc Ah oui. voilà. Parce que du coup, la visite, tu l'avais refaite avec ton papa, cette deuxième visite, il était venu aussi pour Cette signer deuxième, le- je l'ai refaite avec lui. Je l'ai refait avec lui. Mais est-ce qu'il t'a soutenu? Enfin, parce que Ouais, ouais, il s'est dit ouais, ouais, vas-y, il était pas croyait, contre. quoi. Il s'est dit, c'est vrai que, il s'est dit, bah en fait, il était pas dans le, en fait, il se posait pas de questions, je pense très honnêtement. Il était en mode, bah écoute, tu veux visiter, je viens parce que t'es mon fils, t'as besoin de moi, je viens. Mais au fond, je ne sais même pas si il y croyait vraiment pour lui. Enfin, ça devait être délirant de se dire, mais t'es étudiant, t'as pas de salaire, t'as pas de contrat, et puis tu vois le coût, tu te dis, mais en tout, il y en avait pour 225 000 euros. Mais on rentre à la maison et tout, puis à un moment, il dit, c'est bon, enfin, en gros, c'est bon, on est venu, mais qu'est-ce que tu veux faire de ça? Enfin, 225 000 euros, tu les as pas de côté, t'as 10 000 euros sur ton livret, enfin, t'es étudiant, personne ne va rien te donner du tout. Et je fais, bah écoute, je vais tenter, on verra bien. Donc je le fais, je fais tous mes devis, je bosse comme un fou, je signe le compromis, je fais tout, et ensuite je pars en banque. Donc voilà, compromis déjà signé, il faut tout, hein, c'est comme ça que ça Alors, fonctionne. du coup, il était à la vente à combien de cet immeuble? Il était à, je l'ai acheté 75 et je crois qu'il était genre à 87, entre 85 et 90, je me rappelle plus précisément, mais grosso modo entre 85 et 90. Donc j'ai eu à peu près 10 000 euros de négo. Et puis je te dis, il y avait 140 000 euros de travaux, etc. En tout, j'ai fait un emprunt de 225 000. Ok, et c'est intéressant parce que tu me dis, tu as fait tous les corps de métier séparément, c'est-à-dire que ça t'est pas venu à l'idée de prendre une entreprise qui gérait la globalité des travaux, tu as voulu gérer corps de métier par corps de Pas de métier maîtrise direct? d'œuvre. Je voulais tout faire parce que je me suis dit, de toute façon, je veux le faire de façon massive, il faut que j'apprenne. Donc il n'y a pas le choix, il faut se faire mal. Donc bah tu vas au charbon, tu passes 3 heures avec un électricien sur un immeuble, il va te sortir du jargon que tu comprends pas, il va te parler de GTL, de ci, de ça, mais un jour je comprendrai. Donc je me suis dit, celui-là il sera formateur, faut que j'en chie. Donc j'ai tout fait, comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis voilà. Et puis en plus financièrement c'est toujours quand même plus intéressant. Et puis c'est aussi une question de contrôle. Je savais que je voulais faire ça, je voulais pas déléguer pour de mauvaises raisons. Et ça, je voulais le faire. Je voulais être à la maîtrise de mon bien. Je voulais savoir ce qui se passe dedans. Je voulais vraiment savoir ce qui se passe dedans. Donc franchement, ça m'a jamais traversé l'esprit de prendre un maître d'œuvre. J'ai vraiment voulu le faire tout seul. Et je regrette pas parce que ça m'a énormément appris. Donc j'ai fait ça. Et puis, ben, je suis parti défendre mon beefsteak en banque, comme on dit. Et alors là, ça a été, là, c'est la guerre qui a commencé. Ah ouais, mais parce que ce qui m'intéresse à chaque fois quand je regarde tes histoires, c'est que nous, ils nous saoulent à chaque fois les banques quand le budget travaux est supérieur au prix d'acquisition. Je sais pas pourquoi, nous, ça nous bloque à chaque fois, tu vois. Ils aiment pas ça du tout. Ouais. Ah, mais je te confirme, c'est toujours délicat, ouais. Donc comment t'as fait, toi, pour convaincre, du coup, pour 75 000 de frais d'acquisition et 100... T'as fait combien d'enveloppes de travaux, du coup? 140 000 de travaux. Et ben écoute, je suis parti en banque, j'étais au Crédit Agricole à l'époque. Bah, ils m'ont rigolonné. Enfin, en fait, les banques me rigolonnaient sans même parler du ratio. En fait, j'arrivais même pas à la question du ratio achat-travaux. Juste mes situations, ils me disaient, mais non, c'est pas possible. Donc, j'ai fait 4-5 banques comme ça. Ils m'ont tous dit non. Je sais pas si c'est interdit ou tu veux bien le dire. Combien tu gagnais à l'époque, du coup? Enfin, c'était Ah oui, j'ai pas de tabou, quand t'arrivais pour faire ton dossier. j'ai gagné 1350 euros. Ah oui, quand t'étais en thèse? Bah ouais, parce que c'était t'es étudiant. 1350 euros. Ouais, c'est le salaire étudiant de l'université. Ah ouais. Je suis pas, c'est pas un contrat de Ah ouais, travail. ouais. Tu gagnes pas comme un cardiologue qui a Ah, 5 mais ou 6 000 euros. Tu gagnes pas ça. Ah oui, Hein. c'est ça qui est dingue. T'es étudiant. Ah ouais, Hein. putain, c'est dingue comment on est mal payé, je trouve. Ah bah oui, quand t'es comme ça, tu travailles comme un fou, t'es Ouais. envoyé à l'autre bout du monde, tu travailles 7 sur 7, 80 heures semaine, mais t'es payé 1350. C'est un forfait, il n'y a pas d'heure sup. Hein, Ah ouais, c'est scandaleux. Ok. De toute façon, voilà. La science, de toute façon, c'est toujours ce que m'ont dit mes mentors en science. Si tu fais de la science, c'est pour passion, c'est pas par l'argent. Et je te confirme que c'est bien le cas. Tu ne fais pas parce que même un médecin au CHU, ça gagne pas bien sa vie, hein, soyons très honnêtes. Par rapport à la responsabilité, au niveau d'études, aux heures, ça gagne très très mal sa vie. Un côté, un ingénieur chez EDF va gagner 4 fois plus que lui. Hein. Donc, en soi, c'est très très mal payé, hein, dans la fonction publique. Donc non, bah, je gagne 1350. Okay. Et puis, j'avais pas vraiment de contrat à la fois CDD, CDI, parce qu'en fait, t'es en contrat étudiant, tu vois, c'est des contrats doctoraux, ce qu'ils appellent, donc c'est pas vraiment un statut, en fait, tu vois, t'es un peu entre les deux, t'es étudiant, très clairement, j'ai une carte étudiant. Donc, et t'avais de l'argent de côté? T'avais économisé? Enfin, comment j'avais entre 10 et 15 000 euros sur mon livret à consommer.
Voilà, grosso modo, un Ah étudiant. ouais, donc... Ah ouais, non mais là c'est chapeau, t'es courageux là d'attaquer les banques et tout, enfin top, Donc génial. j'attaque Alors les comment t'as banques. fait? J'attaque les banques, je te dis, bon, je prends la banque, bah en gros les 5, j'en fais 5 6. Elles me disent toutes non, évidemment à cause de ma situation. Il y en a, c'est vraiment dur parce que je m'en rappelle une qui m'a vraiment marqué à l'époque. C'était le Crédit Mutuel à l'époque. Même si je crache pas sur le Crédit Mutuel parce qu'aujourd'hui c'est un de mes plus fidèles partenaires, donc un autre Crédit Mutuel, mais à l'époque, tu sais, souvent t'as les banques qui te demandent d'envoyer par mail ton dossier avant tes pièces la veille, etc., qu'il ait le temps de les préparer un petit peu. Erreur que je vous déconseille à tous les auditeurs, ne faites surtout jamais ça si vous voulez défendre vraiment votre beefsteak, n'envoyez jamais votre dossier avant, parce que dites-vous que la première impression, elle est faite à la première impression, donc si vous l'envoyez par mail, la première impression, elle sera sans vous, et c'est une grave erreur d'investisseur. Mais je l'ai faite à l'époque, et du coup je suis arrivé dans le bureau et je me suis même pas assis. Il m'a pris, il m'a amené dans le bureau, il m'a dit non, vous vous asseyez même pas, j'ai vu votre dossier, vous rigolez ou quoi, vous êtes étudiant, revenez quand vous aurez un travail, c'est pas sérieux quoi. Donc, Oh, dur. c'est méchant. Ouais, c'est méchant. Là, tu rentres, t'as les larmes aux yeux. Franchement, j'ai pas de problème à le dire. Tu rentres, t'as les larmes, ça fait déjà 6 fois que tu prends des refus. T'as tout le monde derrière qui te dit, mais en même temps, réveille-toi. Tu savais que ça n'allait jamais marcher. Tu t'es cru dans le monde des bisounours. Tu crois qu'on prête de l'argent comme ça. Donc, ça a été très très dur. Donc, je me suis dit, mais faut pas que je lâche. Je fais bon, écoute. Et t'avais des Dernier. acolytes? Excuse-moi, j'avais une petite question. T'avais des acolytes, c'est-à-dire des copains ou des copines qui J'étais te seul au monde. soutenaient un petit peu ou t'étais seul au monde? J'étais Ok, seul au monde, seul au monde. Personne n'y croyait, j'avais personne dedans, personne n'a embarqué avec moi, j'étais vraiment seul au monde, isolé dans ma Normandie profonde, j'étais seul. Et t'avais peut-être un petit peu de soutien, non, de ton formateur ou peut-être d'une sorte de petite communauté d'investisseurs qu'il y avait Non. dans ta formation ou... Je Non, citerai pas pas, trop. je À citerai l'époque, pas les c'était peut-être... je citerai pas les formateurs parce que voilà, je sais pas du tout le genre de la maison de casser un peu sur le dos, mais aujourd'hui, enfin à l'époque, même aujourd'hui, il y en a beaucoup. C'est des gros formateurs de renom, comme on connaît tous, et au final, t'achètes la formation, mais t'as pas de suivi. C'est-à-dire que si tu as une question, personne te répondra jamais, tu réussis, tant mieux, tu réussis pas, tant pis. Aujourd'hui, c'est ça le monde des formations. Donc, voilà, t'as pas de soutien, t'as rien, du moment que t'as envoyé tes 2000 €, c'est très bien, après, voilà. T'as le contenu, certes, mais t'en fais ce que tu veux, c'est pas mon problème, quoi. Donc non, très clairement, t'as pas de soutien. T'as pas de soutien. Donc, mais ça me dérangeait pas en soi, tu vois, de pas avoir de soutien. Je savais que j'avais les forces pour le faire seul. Et je me suis dit, bon, bah, je vais utiliser un dernier, entre guillemets, joker, je vais faire appel à un courtier. Ce que, du coup, par expérience, je déconseille fortement. Donc, je fais appel à un courtier en banque, etc., etc. En fait, fausse délégation, tu vois, moi, après, j'ai toute une théorie sur la délégation, mais quand tu délègues pour des mauvaises façons, c'est pas intéressant de le faire. Faut déléguer en ayant conscience de pourquoi tu le fais, en maîtrisant le process, et c'est juste qu'à un moment, tu donnes à la personne parce que c'est son job et il va le faire mieux que toi, mais tu sais exactement ce qui se passe. Là, je déléguais parce que j'étais dépité, parce que mes dossiers ne tenaient pas la route et je ne savais pas comment faire. Et cette personne m'a promis monts et merveilles, il m'a dit, bah écoute, ouais, on va jouer sur le fait que dans 6 mois, 6-8 mois, tu vas être cardiologue, donc tu vas avoir un bon salaire, etc. On va jouer là-dessus, ça devrait pas poser de soucis. Me voilà rassuré, je le laisse faire. 1 mois, c'est cool. Sauf que moi, j'avais déjà pris 1 mois pour faire mes 5 premières, donc en fait, j'arrive au bout du délai du compromis, parce que j'avais 60 jours. Bah oui. Et j'avais pas de banque, je le relance, et en fait il faisait un peu le mort, il m'a dit bah non mais en fait laisse tomber, j'ai pris des refus, ton dossier c'est même pas la peine, j'arrête quoi. Donc en fait j'arrive au bout du compromis et j'ai pas de prêt. Donc je me suis dit compliqué, donc bah tu vois pareil les propriétaires qui relancent un peu, bon vous en êtes où, etc. L'agent immobilier, ce qui est logique, hein, je l'entends. Et je m'étais bien entendu avec les propriétaires, donc là franchement aussi chapeau à eux, parce que je pense que sans eux ma carrière n'aurait peut-être pas pu décoller. Donc franchement je pense que très peu de propriétaires font ça, mais je les remercierai tout le temps. Ils me disent bah écoute Steven, on a confiance en toi, t'es un bon gars, on va faire un avenant au compromis, on te redonne 1 mois et demi de plus. Alors qu'ils savaient que j'avais été transparent avec eux, je dis écoutez ma situation vous la connaissez, de toute façon tu peux pas mentir, je suis étudiant, ça va être très dur. Ils m'ont dit mais on a confiance, t'étais un bosseur, tu vas y arriver. Donc ils m'ont même donné leur contact de leur propre conseiller pour essayer d'avoir quelque chose et tout. Ça ne l'a pas fait comme ça, mais enfin, voilà, je les remercierai. Donc je suis reparti au charbon, je me suis dit bah écoute, on va retourner. En fait il reste des banques, j'en ai fait que 6 ou 7, lui en avait fait 5, il en reste, donc j'y retourne. Et puis je crois après 17 ou 18, c'était la BNP à l'époque, la BNP qui me dit bah écoute, on va miser sur l'avenir, on va te faire confiance, on va te les prêter. Donc, Ah ouais. donc là c'est le soulagement, Ouais, je suis parce sorti. qu'ils se sont... Ouais, parce que finalement, ton atout, c'était de dire, oui, regarde, je vais devenir un bon cardiologue, je C'est vais bien ça. gagner, c'est juste une question de quelques mois. C'est exactement ça. En fait, la directrice à l'époque, ça a changé. La directrice m'a dit, bah écoute, on va te faire confiance. Personne t'a fait confiance. A fait nous, on va faire confiance. Donc, et je me rappelle d'une phrase qui m'a toujours
aussi traumatisé que je raconte. Elle m'a dit, t'aurais été en CAP boulangerie, jamais de la vie je te prêterais. Mais vu que t'es en 10e année de médecine, on mise sur toi pour l'avenir parce qu'on sait que derrière on récupère un portefeuille client qui est intéressant. Donc clairement, mes études m'ont servi. C'est pour ça les gens quand ils me disent mais tu regrettes pas d'avoir fait tout ça pour rien? Jamais de la vie en fait, parce que sans mon doctorat je ne serais jamais là. Donc mon doctorat m'a sauvé la vie à cette époque. Donc elle m'a fait le prêt, elle me l'a fait avec 3 ans de différé, elle me l'a fait à 110% sans apport parce que je pouvais pas en mettre. Donc j'ai vraiment eu les conditions que je voulais en plus. Et puis c'était parti quoi. Donc j'avais eu mon premier prêt et j'ai signé. Et ça je me rappelle. Ils ont pas tilté. Ils ont pas tilté du coup avec la proportion travaux-acquisition. Ça, c'était pas très grave. J'ai juste pas eu de cautionnement. J'ai eu une hypothèque, mais ça les dérangeait pas. Ça les dérangeait pas spécialement. Okay. Donc parce que j'avais vraiment tous mes devis, tout était là, tout était carré, j'avais les estimations après, voilà, j'avais vraiment un dossier qui était archi béton, j'avais ma présentation PowerPoint, je venais à chaque fois en costume, enfin je me battais corps et âme, ça fait aussi partie du jeu, hein, évidemment, à pas rentrer dans les détails, mais tout ça fait aussi ce qui fait la balance. Moi je dis toujours une banque, c'est 50% les chiffres, 50% toi, ton attitude, ton dossier, ta présentation, il faut que tu les emmènes avec toi, il faut que tu les rassures. À un moment, si une banque ça veut être rassurée, elle a pas de raison de prendre des risques pour rien. Donc tout ça se travaille et je l'ai fait des dizaines et dizaines de fois et c'est comme ça que j'ai amélioré un petit peu mon pitch. Et du coup, je suis devenu propriétaire le 2 août, acte définitif, hein, le 2 août 2019. Donc il me restait encore 6 mois de thèse à peu près. Et donc, j'ai envie de te féliciter. C'était il y a longtemps, mais Merci. C'était un beau rien que là, c'était déjà énorme. Donc là, c'était là. Et donc, je partais pour 1 an de travaux parce qu'en gros, il y avait 4 murs et une toiture, hein, grosso modo, fallait tout refaire. Donc voilà, les 6 derniers mois de thèse. Donc en plus, c'est compliqué. Tu prépares ta soutenance, t'as un travail monstrueux, tu prépares ton écrit, ta thèse, etc. Donc c'est un travail monstrueux. J'habitais à 4 heures, donc je rentrais le week-end, je travaillais sur mon chantier, etc. parce que je devais en garder quand même beaucoup moi-même, parce que sinon il m'aurait fallu en vrai 260 000 euros. Et vu que je les avais pas, c'est moi qui ai beaucoup démoli, c'est moi qui ai fait beaucoup de choses au début. Donc c'était très dur, je faisais mes 80 heures la semaine de boulot et je rentrais là, c'était du 7 sur 7, 18 heures par jour, franchement je dormais plus. Mais j'ai fait que ça. Ah ouais. Et puis j'ai soutenu ma thèse, que j'ai eu avec les félicitations du jury, donc je m'en suis pas si mal sorti finalement, mais j'aimais tellement ça que... Bravo. Merci. Et du coup... C'était quoi juste je suis un peu curieuse, pardon, je suis désolée, je suis un peu curieuse, c'était quoi le sujet de ta thèse du coup? Le sujet c'était régulation de la pression artérielle et débit sanguin cérébral en apesanteur. Ah ouais, super intéressant. Bon, ça a l'air cool. En gros, on étudiait un petit peu le système cardio, la pression, comment ça se comporte quand on va dans l'espace en gravité en fait. C'était ça. Ok. Donc je soutiens cette thèse donc le 17 décembre 2019. Donc ça faisait déjà 6 mois que j'avais mon bien, donc là j'avais évolué énormément dans ma tête. Et donc là t'as la petite tenue, tu présentes devant un grand jury, il y a tous les pairs de la science, il y avait le directeur du centre spatial, il y avait toute ma famille, mes amis. Donc je fais ma soutenance, hop, délibération, j'ai ma soutenance. Donc ils me remettent mon petit diplôme, ta couronne de laurier, tout le tralala. Et après tu fais un petit speech et justement après le directeur te demande alors maintenant c'est quoi ton évolution de carrière, tu te diriges vers quoi? Et là je porte mes je vais pas être vulgaire mais tu vois ce que je veux dire. Et j'annonce à tout le monde, je fais écoutez, j'arrête tout, je me lance dans l'investissement, dans la carrière de l'entrepreneuriat. Donc gros froid glacial dans la salle. Je me donne 5 ans, je plaque tout. Maman, je reviens vivre chez toi parce que je veux pas m'endetter avec un loyer, je peux pas, en fait, j'ai pas les moyens. Donc à 28 ans, je rentre chez ma mère, chez mes parents. Et puis je retourne comme un ado de 16 ans, donc ultra dur psychologiquement, parce que quand t'as eu 10 ans d'indépendance, c'est très 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 compliqué, je te le garantis. Mais pas le choix, c'était sacrifice, c'était plaisir immédiat, plaisir différé. Je profiterai plus tard. Donc je rentre chez moi, je me donne 5 ans, et je pars bosser dans mon immeuble comme un fou furieux. Et puis voilà. Et puis 2020 commence. Et puis mars 2020, l'agent immobilier avec qui j'avais acheté ce premier immeuble m'appelle et me dit écoute Steven, parce que moi j'avais déjà cette audace d'avoir dit à l'agent immobilier écoute, moi je suis un investisseur en masse, je vais faire que ça, donc si tu vois quelque chose tu me le dis. Donc c'est ce qu'il a fait. Et mars 2020, ce monsieur m'appelle et me dit écoute Steven, en plus je connaissais sa fille, on avait été en primaire ensemble, donc voilà, on s'entendait très bien. Il m'appelle, il me dit écoute, je viens de faire rentrer un truc en succession, il est pas encore sorti, il y a 22 lots, il y en a quasiment pour 400 000 euros, est-ce que tu veux venir le visiter? Je fais j'arrive. Donc je vais le visiter 1 heure après. Truc de fou, il me le fallait. Donc je repars en banque pour 400 000 euros en fait. Ouais. Sauf que maintenant je m'étais mis au chômage depuis 3 mois. Et du coup, attends, parce que du coup, ton premier immeuble, les travaux étaient pas finis, j'imagine, en mars. Non. Je te dis, je l'ai eu le 2 août
2019 et il y a eu un an. Je l'ai mis à louer en août 2020. Donc là, on était en mars 2020. Donc il était en plein travaux. Donc il générait zéro. J'étais en plein différé, je générais zéro. Moi, depuis le 18 décembre, du coup, le lendemain de ma thèse, je me suis inscrit à Pôle emploi parce que j'avais quand même cotisé 700 jours. Donc j'avais 2 ans de Pôle emploi. Donc j'étais chez mes parents. J'étais revenu dans le 49, près d'Angers. J'avais quitté la Normandie parce que la Normandie, c'était juste une parenthèse pour mes études. Donc j'étais rentré dans ma région. Cette fois, j'habitais à 5 minutes de mon immeuble. Donc j'y allais travailler et je vivais avec Pôle emploi, voilà, pour aider un peu à payer la nourriture, tout ça à mes parents quand même. Donc j'avais mes 950 de Pôle emploi et puis voilà, c'est tout. Et donc là, il me dit ça, je sais, il me le faut. Donc rebelote. Je repars en dossier, et puis sauf que là, les 3 derniers Comment tu fais par rapport au propriétaire comment tu fais par rapport au propriétaire qui vend? S'il va un peu au bluff en mode ouais ça va le faire, je vais trouver de l'argent, j'ai pas un bon dossier mais je vais y arriver, ouais. Ou tu leur dis un peu de bluff et un peu d'optimisme, quoi. Ouais, de l'optimisme, tu sais, tout est une question de mindset et de leadership. Il faut emmener les gens là où tu veux aller. Il faut être tellement convaincu toi-même que tu vas y arriver, que tu dois le transpirer, tu dois émaner ton positif. Et les personnes, je leur disais, mais vous en faites pas, moi je suis solide, je l'aurai. Et je leur mentais pas sur ma situation. Moi j'ai un diplôme. Alors après, je te cache pas que je jouais aussi de ce diplôme, parce que moi j'ai un diplôme de cardiologue. Bah bien sûr. Voilà, en soi, ce qui était la vérité. Après, voilà, je l'exploite pas parce qu'aujourd'hui je me consacre à mes investissements. Mais tu sais, rien que tu dis ça, les gens se disent, oh ouais, cardiologue. Tu sais, ils sont dans le préjugé. Alors qu'en fait, la réalité du terrain. Bien sûr. Et que ton diplôme te sert à rien parce que t'es au chômage. Donc à un moment, c'est les faits sont là. Donc tu peux avoir tous les diplômes du monde, si tu touches 900 € par mois, à un moment les chiffres sont là quand même. Mais du coup, voilà, à base franchement de leadership et j'y vais. Et puis je regalère, hein, je refais des dizaines de banques. Donc là, la BNP qui m'avait suivi sur mon premier me dit écoutez, Monsieur Delabreux, clairement vous nous l'avez mis à l'envers. Vous nous avez dit qu'à la fin de vos études, vous aurez un boulot, etc. On vous a fait confiance là-dessus, et en fait, on s'aperçoit que vous êtes en train d'enchaîner, vous avez toujours pas de boulot, quoi. Donc, ils m'ont pas suivi, parce que voilà, c'est de bonne guerre, hein, et moi, j'ai pas de souci avec ça. Ouais. Il y a jamais rien de personnel, de toute façon. Et puis, je continue, et puis j'obtiens le prêt à 110%, 3 ans de différé, après des dizaines et dizaines de refus. Et puis, c'est reparti pour un nouvel immeuble de 22 lots. Alors, et du coup, comment t'as tourné ton discours par rapport à la deuxième banque là qui t'a suivi? J'imagine. Alors moi j'adore réfléchir à comment on présente un dossier, parce qu'en fait finalement l'art c'est pas forcément les faits, c'est comment on le présente. Enfin moi c'est un peu ma. Là c'est de la tchatch, du leadership, c'est de la confiance en toi, c'est à quel point ton projet est prêt. Donc là c'est pareil, j'ai fait le même process, signature de compromis, dossier béton, estimation des loyers par agence, estimation une fois travaux faits pour voir la plus-value par agence, tous les dossiers, tous les devis, tout était nickel, projection 3D de l'architecte, enfin j'avais tout, estimation comptable, tout était fait nickel. En fait, moi, je m'investis énormément. J'avais déjà passé des centaines d'heures de travail sur ce projet avant même d'aller à la banque. Parce que aller à la banque sans rien, c'est tendre le bâton pour te faire battre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu ne peux pas, la première impression fait tout. Tu ne peux pas envoyer à l'avance, tu ne peux pas arriver à l'arrache. On est quand même en face d'humain. Donc, les chiffres vont avoir leur importance. C'est pour ça que, voilà, on n'est pas dans les bisounours. J'ai quand même pris beaucoup de refus à cause de ça. Mais toi aussi, des fois, tu vas trouver un interlocuteur où ton discours va résonner en lui, où il va comprendre, où il va se dire mais ce gars, c'est un extraterrestre, il a un dossier, tu l'embarques en fait, t'as des sécurités, c'est un immeuble, tu dilues le risque, etc., etc. Je peux pas passer les détails techniques, mais t'as ça à raconter. Et puis après, comment je l'ai vendu, franchement, je me rappelle plus d'un détail, mais voilà, j'ai déjà un premier bien, voilà ce qui va générer, même si c'était que virtuel, entre guillemets, ce qui générait rien du tout. Et voilà, tu les emmènes sur place s'il faut, tu leur fais visiter un petit peu ce que tu fais, tu te bouges, t'essayes. C'est ce que t'as fait? Il y en a qui ont voulu faire les visites et tout? Bien sûr. Ah, c'est cool. Et du coup, t'en as fait combien des gens pour trouver, enfin, des banquiers pour trouver des banques sur celui-là, j'ai dû en faire, je sais plus, une petite quinzaine, je crois, quelque chose comme ça. Parce que forcément c'est très compliqué. En plus, surtout que maintenant j'avais un nouveau poids en plus, c'est que j'étais endetté. Ouais. Donc j'avais ce que je n'avais pas avant, c'est que j'étais endetté. Donc voilà, pas propriétaire de résidence principale, enfin tout ce qui ne va pas. Mais du coup ça l'a fait. Donc voilà, tu leur racontes une histoire et c'est même pas une question. Voilà, c'est de l'honnêteté, de la transparence, du leadership, comment tu émanes, comment faut que tu donnes confiance à la personne, parce que si toi-même t'as confiance en toi, t'émanes quelque chose. Et voilà, ça peut dire que ça va être facile, mais en tout cas tu dois tenter, parce que si de toute façon tu le tentes pas, personne ne le fera pour toi. Et à force d'échouer, tu retravailles les stratégies,
il faut jamais rien lâcher. Et je vois trop de personnes aujourd'hui se dire, hop, non, j'aurais pas, moi je gagne pas assez. Ah bah c'est parce que t'as de l'argent. Ou non, ça n'a rien à voir avec l'argent. Vous vous rendez pas compte. C'est les projets qui font l'argent, c'est pas l'inverse. Il faut commencer avec des choses qui sont adaptées, des choses qu'on peut faire, mais il y a toujours de la place. Il y a toujours de la place, mais les gens n'ont pas de résilience. Et c'est pour ça que je dis toujours, votre capacité à réussir est proportionnelle à votre capacité à endurer l'échec. T'as des personnes, ils vont avoir leur banque perso va leur dire non, ils vont arrêter. Ah bah c'est pas possible. Il y en a qui vont être capables d'encaisser 2, 3, 4, 5, 8. Plus t'es capable d'en encaisser, plus t'iras loin. Parce que il faut pas lâcher. Si tu crois en quelque chose et que tu sais que t'as les capacités de le faire et que tu sais que ça va tenir la route et que tu vas pas faire n'importe quoi, il faut essayer par tous les moyens. Moi je dis toujours à mes élèves, et c'est pas être utopiste, parce qu'il y a des fois, et ça m'est arrivé sur justement au 3e même, où là je l'ai vraiment jamais eu. Jamais, j'ai dû signer le compromis et le faire casser parce que j'ai jamais eu. Donc c'est aussi ça la réalité. Mais il y a toujours une solution, c'est juste que ta vision est trop étriquée pour la voir, et tu ne sais pas comment retourner le problème, tu ne sais pas comment ajuster ce qui ne va pas pour au moins commencer, et pour moi c'est juste un problème de vision, il faut pas lâcher. Donc j'ai fait comme ça, et puis tu vois, j'ai le Crédit Agricole qui était ma banque de l'époque perso, qui m'avait refusé, donc je les avais quittés pour la BNP, et c'est eux qui m'ont demandé de revenir, et c'est eux qui m'ont financé. Donc Ah bah génial. Donc là, tu te retrouves avec un deuxième bien. Donc alors, le premier bien, il y a 5 apparts. Le deuxième bien, il y en a 22. 22 lots, ouais. Ouais, il y a 5 apparts, 17 garages, 22 lots. Ah ouais. Attends, j'ai pas compris. 17 apparts. Non, 17 il y a 17 box. 17 box, c'est l'inverse. Il y a 17 garages box. Ah, et il y a un immeuble de 300 mètres carrés dans lequel je ferai également 5 appartements. D'accord. Ah oui, dans 300 mètres carrés, donc tu fais des grands apparts quand même. Ouais, j'ai fait une grosse coloc de 100 mètres carrés. J'ai une grosse coloc qui fait 100 mètres carrés, de 10 couchages, etc., qui tourne du feu de Dieu. Et 10 couchages dans 100 mètres carrés? Bah, parce que j'ai fait 4 chambres. Donc, tu as 4 chambres, ça fait 4 fois de 8. Ah oui, tu fais des chambres doubles. Ouais. Avec des gros lits, parce que c'est grande chambre de 14 mètres carrés à peu près. Et puis ensuite, j'ai un canapé convertible, parce que je le fais en courte durée. Et du coup, bah, c'est un grand canapé convertible qui peut coucher 2 personnes supplémentaires. Ah oui, ok, compris. Avec 2 salles de bain, 2 toilettes, etc. Enfin, on refait flambant neuf, quoi. Parce que là aussi, il y avait que 4 murs et une toiture. Ok. Et donc là, je te dis, on demande quasiment quasiment 400 000, à peine 380 000. Et en gros, tu as, je crois que j'ai mis j'ai dû mettre 210 000 euros de travaux pour 140 000 euros d'achat, je crois, quelque chose comme ça. Donc encore beaucoup plus de travaux que d'achat. Toujours. Que d'achat, ouais. Mais ça, c'est top, là, parce que ça te fait un super... Bah, du coup, je paye pas d'impôt. Bah, du coup, j'ai jamais d'impôt. Et du coup, donc, t'as commencé en LMNP et t'as basculé rapidement en LMP Bah, en vrai, j'ai jamais vraiment été LMNP, parce que LMNP, c'est 23 000 euros. Donc, rien que mon premier immeuble, ça faisait plus. Et puis, sinon, plus que ton salaire. Mais étant donné que j'étais au chômage, c'était vite réglé. Donc, j'ai jamais trop eu le LMNP, en fait. Donc, toi, t'as fait tout plutôt en LMP. En fait, j'ai eu, tu veux, mon premier immeuble, vu qu'il a été lancé sur le marché au mois d'août, la première demi-année, oui, j'ai été LMNP. On s'est déclaré comme ça parce que le temps, il n'y avait pas une année complète. Donc là, ça l'a fait encore, mais ça n'a pas tenu 6 mois, quoi. Après, c'était fini. La première année complète, c'était fichu, ouais, c'était fichu. Donc voilà. Donc ces deux biens-là, je les ai eu en nom propre. Et puis après, je me suis associé à mon petit frère. Parce que voilà, à un moment, il faut de la solidité. Et puis, qui lui était... le petit frère, il faisait quoi déjà comme étude? Mon petit frère, il était ingénieur thermonucléaire aussi. Et il venait de signer... Il est plus petit que moi. Il avait 23 ans à l'époque quand on a commencé ensemble. Il venait de commencer son CDI. Il était encore en période d'essai quand on a demandé le 3e prêt après pour un autre projet. Et puis là, je me suis associé avec lui parce que je me suis dit à un moment, il faut être réaliste aussi. Là, j'arrive à une capacité d'endettement qui est stratosphérique pour ce que je gagne en perso. Donc à un moment, ça sert à rien aussi. Il faut être réaliste. À un moment, c'est pas toujours c'est bien beau, t'es motivé, tu vas réussir à faire de grandes choses. Non, à un moment, faut quand même se rendre à l'évidence. Il y a des choses, à un moment, c'est pas possible de faire. Donc je me suis associé avec lui. Bon, ça a toujours été très dur parce que moi, j'étais toujours quand même, mine de rien, sans revenu. Donc à chaque fois, ce qui tiquait, c'est que moi, j'avais pas de revenus, j'étais surendetté, donc c'était compliqué. Puis finalement, on a continué à investir comme ça. Et puis après, on est passé en société, etc., etc. Et puis voilà, on arrive à 40 lots aujourd'hui, à peu près, quoi. Alors du coup, parce que donc juste pour faire rapidement l'historique des lots, 2021 en mars 2021, tu as ton deuxième immeuble où tu signes le compromis. Oui. Et du coup, donc là, tu en es à 22 plus 5, je suis à 27. 5, ça fait 27. Et ouais. Ensuite, il y a eu un troisième bien. Ouais, exactement. Ensuite, on achète 2 suites troglodytes
qui sont toujours en rénovation actuellement d'ailleurs, parce que c'est un projet très spécifique. Ah, le super truc qu'on voit sur Instagram là. Exactement, qui est magnifique. exactement. Ouais. Donc lui, on l'a acheté si je dis pas de bêtises, on l'a acheté en juin 2021. Ouais, ah ouais, donc t'as quand même été assez rapide parce que là, en gros, là, t'es en train de me dire qu'en même pas 12 mois, t'as quand même acheté 3 trucs. Ouais, c'est ça, on a enchaîné direct, ouais. Et là, par contre, à partir de ce moment-là, on est en société. Et lui, en fait, c'est un projet qui traîne dans le temps pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des corps de métier très spécifiques, parce que c'est un projet très spécifique, t'es en grotte, donc il y a des corps de métier spécifiques, il y a du confortement de cave, et c'est des gars qui ont 1 an de délai, en fait. Donc le jour où je les ai réservés, je savais qu'ils allaient arriver chez moi 1 an après. Donc il a pris 1 an de stand-by où, voilà, malheureusement, j'ai pas profité du différé, enfin, il a rempli son rôle, mais j'ai pas pu en profiter comme effet de levier, mais bon, là, malheureusement, c'est à force des choses, c'est aussi le but de ces projets un peu atypiques. Et donc là, il touche à son... Et du voilà, coup, t'avais que 1 an de différé? Non, j'en avais 3. Ah oui, quand même. Ouais, mais t'as réussi à chaque fois, en fait, t'as demandé 3 ans de différé ou pas toujours? Enfin non, en plus, je te dis une grosse bêtise, je confonds avec celui d'avant. Le troglodyte, on l'a acheté comptant. Parce que à l'époque, même avec mon frère, on ne s'est pas fait financer, alors que c'était vraiment pas cher pour le coup, et on s'est pas fait financer parce que tous les endettements et parce que c'était un produit exotique. Et là, les banques, c'est pas passé. Donc là, j'ai même pas forcé, j'en ai fait 5, ça a été non. Je me suis dit, écoute, on force pas, c'était un bien que j'ai acheté 22 000 € à l'époque. Je me suis dit, on l'achète comptant, on le fait rentrer, on commande les artisans. Donc là, pareil, il faut avoir ta confiance en toi et il faut avoir l'état d'esprit d'un gagnant et d'un entrepreneur. C'est que j'ai acheté ce troglodyte, enfin, on a acheté du coup, 22 000 avec les frais notaires, ça faisait 28 400 pour être très précis. Et il y avait à peu près 180 000, 200 000 € de travaux. Et on l'a acheté sans avoir de prêt. Et on s'est dit, mais clairement, il faudra qu'on le trouve. Donc, j'ai booké mes artisans qui avaient 1 an de délai. Donc, j'ai envoyé les acomptes. Et je me suis dit, bon, maintenant, j'ai 1 an pour trouver un prêt. En fait, j'ai pas le choix. Parce que j'ai tout lancé comme si j'allais l'avoir, sauf qu'en fait, je l'ai pas. Il me manque 200 000 €. Donc, dans 1 an, les gars vont être là. Ces 2 factures à 45 000 €, il va falloir les sortir, je les ai pas. Donc, mais j'y vais. Parce que je suis sûr qu'on va se débrouiller. On a 1 an. J'ai 1 an pour trouver un prêt travaux. Et on l'a trouvé, mais ça a été la guerre, ça a vraiment été la guerre. Mais j'avais déjà réfléchi mon plan, tu vois, j'avais ma stratégie, je savais que le premier allait avoir plusieurs mois de recul, le deuxième allait rentrer aussi en exploitation, et je savais qu'une fois tout ça, les moments les planètes allaient plus s'aligner pour avoir un prêt, et ça l'a fait, ça a été dur parce que c'est quand même exotique, mais ça l'a fait, et on a arrêté de chercher ce prêt de 200 000 pour des travaux, etc. Et voilà, mais on a dû y aller au bluff, quoi. Ok, ah ouais, non mais chapeau. Et du coup, non mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que t'avais encore rien mis en location. Non, j'ai rien que t'en étais... Ouais, c'est ça, c'était ton mindset, t'étais tellement confiant, enfin je trouve ça énorme. Je savais que ça allait tourner, j'en avais déjà 29, en gros, j'en avais pas un qui tournait, quoi. Bah ouais, mais c'est bien. Non mais nous c'est pareil, notre deuxième immeuble, on l'avait acheté, le premier il tournait pas encore, quoi. Enfin, mais on était en mode, c'est bon, c'est... Si t'as confiance en toi, tu sais ce que tu fais, tu t'es bien formé, justement t'as les connaissances, tu sais qu'en fait c'est pas le hasard. Si tu mets les bons process en place, tu sais très bien ce que ça va générer. T'as des appréhensions comme tout le monde, est-ce que ça va bien se louer, est-ce que c'est surtout que moi qui est en courte durée, c'est pas une ville étudiante, c'est une ville de 25 000 habitants, il y a pas de fac, on n'est pas à la mer, à la montagne, c'est pas spécialement touristique, je me suis dit est-ce que ça va bien marcher, etc. Mais quand je m'étais formé, je connaissais un peu les process, à un moment, il faut juste te faire confiance et dire ok, j'y vais. Puis s'il y a des choses à apprendre, parce qu'il y en a toujours, je les apprendrai sur le terrain, je m'adapterai. Au pire, si j'aurais des échecs, parce que j'en ai, même aujourd'hui, j'en ai toujours, c'est plus des échecs qui sont suffisamment gros pour me faire échouer, pour me faire couler. Je rebondis et je refais plus la même erreur la deuxième fois. Voilà, c'est comme ça aussi qu'à un moment, parce que sinon, si t'attends toujours le moment opportun, tu ne te lanceras jamais, quoi. Donc non, fais ça. Et du coup, ton compte Instagram, enfin je sais pas si les auditeurs, on en a peut-être pas parlé, mais Steven, il a le compte Instagram Real Life by Steven. By Steven, exactement. Voilà, et du coup ton compte Instagram, tu as commencé à le créer entre le troglodyte et l'investissement d'avant, c'est ça à peu près? Même pas, je l'ai commencé quand j'ai acheté le deuxième immeuble. Je l'avais pas pour le premier immeuble parce que j'étais anti-réseaux sociaux, comme on a discuté en off. Je n'avais pas de réseaux sociaux, j'avais pas de Facebook, j'avais jamais rien de ma vie, tu vois, j'étais étudiant en médecine, donc je travaillais H24, j'étais pas réseaux sociaux. Et en fait, là aussi, il faut être très transparent. Je me suis dit, ok, j'investis. Donc j'ai acheté le premier immeuble. Là, je viens de signer le deuxième. Et j'ai dû commencer mon Insta après 2 ou 3 mois de rénovation sur le deuxième immeuble, où là, je me suis dit, il faut faire autre chose. C'est bien beau de l'investissement,
Mais moi, j'étais maître de conférence aussi en parallèle durant mes 2 dernières études, donc j'étais prof d'anatomie et de cardiologie à l'université de Caen. Et j'adorais avoir mes élèves, et je me suis dit à un moment, ça me manque quand même, parce que c'est bien beau le domaine de l'investissement, mais il y a une chose aussi que les gens ne prennent pas en compte, c'est que t'es seul. T'es seul. T'as plus de collègues, t'as plus rien, niveau social, c'est un peu compliqué. Et je me suis dit, moi, maintenant, je pouvais pas encore me permettre le luxe de me dire, je vais pouvoir choisir mon métier, mais je savais que j'allais pouvoir l'avoir un jour, parce que je savais très bien ce qu'allait générer mes biens. Et je me suis dit, bon, j'ai envie d'enseigner mes élèves, je vais peut-être moi aussi voir comment je peux devenir formateur. Sauf qu'aujourd'hui, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur, j'ai pas encore assez fait. Je suis pas encore assez légitime, j'ai pas vu assez de choses, j'ai pas fait assez d'opérations, je suis pas encore. Donc, j'ouvre mon Instagram, et puis je vais commencer à documenter, je commence à faire des stories, des petits posts, mais je vendais rien. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, où je ne vendais rien du tout. C'était vraiment juste, je montrais mon expérience, même si à partir de zéro, et puis je montrais un petit peu aux gens. Donc l'Instagram est resté à 1000 abonnés pendant 1 an et demi, quoi. 1 an et demi, il est resté. C'est génial, ça veut dire que t'as pu partager en fait toutes tes étapes, et les personnes qui te suivaient dès le début ont tout vu en fait. Ils ont tout vu, ouais. Immeuble, les travaux. Ouais. Enfin, le deuxième, pour le premier, ouais, j'avais pas, mais ils ont tout vu. Ouais. Ouais, ils ont vu, et bon, on était 250 à l'époque, donc il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu, mais puis je faisais pas beaucoup de gens story, tu vois, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis si tu veux, en fait, je me suis découvert, et aujourd'hui c'est méga le cas, c'est que j'adore entreprendre. Et en fait, Instagram, c'était un nouveau challenge de dire, bah tiens, je vais entreprendre ça. Et en fait, j'avais déjà une idée, hein, je l'avais pas fait pour rien, j'avais une idée dans la tête, hein, pour être transparent. Je me suis dit, je vais monter une entreprise. Moi aussi, je vais former, aider mes élèves, je vais les accompagner. Mais par contre, je vais le faire à ma manière. C'est-à-dire qu'à l'époque, je m'étais formé et j'étais seul, j'étais abandonné, comme je t'ai dit tout à l'heure. Si tu réussis, tant mieux, si tu réussis pas, tant pis. Si t'as des questions, on te les posera pas. Et c'est très théorique, c'est très très théorique. Et je me rappelle mes premières visites, t'as tes artisans, je me rappelle toujours mon musée qui me dit ok, on va changer les fenêtres, on met quoi, un dormant de 60, hein. Je le regardais, je sais pas ce que c'est un dormant. Et c'est là que ma formation, je me dis ok, je connais le LMNP, je connais la renta, mais sur le terrain, ça me sert plus à rien, c'est très important. Mais sur le terrain, c'est manquant, clairement, c'est manquant. Et quand tu vois que ton budget travaux peut être 2 fois plus gros que l'investissement en soi de l'achat, tu te dis, mais en fait, c'est pas du tout à négliger, parce qu'en fait, tout mon bénéfice, il peut littéralement s'envoler là. Et quand tu vois la pierre angulaire que c'est pour la défiscalisation et le fait de ne jamais payer d'impôts, ce qui est le cas aujourd'hui, même si les gens se disent, bah, c'est pas possible. Si, c'est possible. Aujourd'hui, je gagne très très bien avec l'immobilier et je ne paye pas un centime d'impôt. Alors que quand j'étais en thèse avec 1350 sur un comble, je dis souvent cette anecdote, je payais 720 € par an d'impôts. Parce que j'ai gagné 1350 et quand j'étais enseignant, j'avais 300 € de plus par mois, j'ai gagné 1650. Et ça me déclenchait 720 € d'impôts. Et aujourd'hui, tu gagnes 20K d'immobilier et t'en payes 0, quoi. Tu te dis, mais c'est ouf, mais c'est la réalité. Et ouais, j'ai quand même envie de rebondir, parce que je trouve que c'est mérité, c'est mérité de pas payer d'impôts, parce que les travaux, c'est quand même... C'est du sport. Ouais, je veux dire, il faut bien qu'on remercie les gens qui rénovent les biens, quoi, parce qu'à un moment donné, si on paye des impôts, je sais même pas si on le ferait, Bah oui, non, mais c'est ça. Moi, il y aurait pas d'impôts. Voilà, bref, je fais quand même un petit peu le truc, parce qu'il y a des fois des gens, ils vont être outrés en mode, ah, mais tu payes pas d'impôts, mais t'es riche. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, mais en même temps, gars, on fait des travaux, quoi. On fait des travaux, c'est lourd. Et puis, mine de rien, tu fais vivre aussi des gens, parce que t'embauches énormément de personnes. Moi, ces gars-là, moi, je me suis constitué mon équipe au fur et à mesure. Maintenant, j'ai mon Christian, mon plaquiste. Depuis 2019, je les fais vivre non-stop, en fait, parce que j'ai toujours des projets. Donc, c'est des projets, pour des ordres d'idées. Un plaquiste ou un électricien sur un immeuble comme ça, c'est 50 000 €, quoi. Donc, en fait, tous les ans ou tous les 6 mois, il a 50 000 € qui arrivent, quoi. Donc, au final, tu fais vivre aussi ces familles, tu fais vivre ces personnes. Et toi, c'est du boulot, tu dois gérer, c'est un moment de travail. D'où aussi le nom de l'entreprise, Real Life. J'aime pas vendre de rêve, que ça va être facile. Je pense que t'as bien cerné l'idée. Il faut se battre. Il y a des choses à faire, et la preuve, on peut faire des choses intéressantes, on peut réussir très très bien. Mais ça demande de travailler, et les travaux en font partie. Donc oui, t'es exonéré, mais après, c'est pas volé. De toute façon, c'est le système. Donc tu voles rien du tout. Le système est comme ça, et il faut juste être malin. Et en plus d'être malin, être courageux, parce que c'est plus facile de mettre un appart comme ça en location à l'année, et puis basta, que de faire tout ça, hein. Mais après, les résultats sont pas les mêmes, quoi. Mais l'investissement n'est pas le même non plus. Oui. Et du coup, alors, au final, donc, dans tes investissements, tu as les 2 premiers immeubles, le troglodyte, et tu en avais encore fait un autre? Ouais, j'en ai encore fait un autre. J'en ai encore fait un autre derrière, de 7 lots, cette fois 7 apparts purs. Donc 7 apparts purs, où lui, on est sur 1,5 million € à peu près. Et donc pareil, là, en société, maintenant... Et ça, c'était après... C'était après le troglodyte, après que ton...
après le troglodyte, donc c'était en quelle année? C'était en Bah là, c'est septembre. cette année-là. Lui, celui-là, il est arrivé cette Ah oui. année-là. Ouais, il est arrivé cette année Ah, et du coup, 2022. ça a dû être plus facile d'emprunter parce que les banques ont pu voir que tes immeubles précédents tournaient. Et ben tu Non, vois, t'as pas eu un peu ce... ça c'est moi Non. justement, je trouve que c'est un peu une croyance limitante. Justement, les gens me le disent souvent sur les réseaux. Ils disent ouais, mais maintenant c'est facile pour toi d'enchaîner parce que t'es riche, tu gagnes 20 000 euros par mois avec ton IMO, c'est facile, etc. Et ben franchement, c'est faux. J'ai galéré aussi. Pourquoi? Parce que il y a plein de choses à en prendre en compte que les gens ne prennent pas forcément en compte. C'est que t'es rentier. Donc déjà, les banques n'aiment pas ça du tout. Parce que pour eux, c'est pas stable. Qui plus est, j'ai 98% de mon patrimoine qui est en courte durée. Pas stable du tout. Et vraiment, il y a des banques qui ne le prennent même pas sous prétexte que c'est Airbnb Booking. Ou alors, il faut 3 ans d'ancienneté pour moyenniser. Comme si c'était une entreprise, tu sais, 3 derniers bilans. Donc, il y a des biens qui avaient même pas 3 ans. Donc, en fait, ils ne prennent pas. Donc, tu t'aperçois que sur les 20K que tu gagnes, bah, en fait, ils te comptent 3 000. Et puisque le reste, ils n'en veulent même pas. Donc, t'as ça. T'es surendetté. Donc, t'as aussi presque 1,5 million sur la tête d'endettement. Donc, à un moment, les banques se disent, est-ce que je continue à mettre sur sa tête alors qu'il est jeune, il n'a pas de recul, il a tout fait en 2 ans. Donc, en fait, ça coince aussi. Et puis, bah, le fait est que tu ne demandes plus 100 000, tu demandes 1,5 million. Donc, en fait, tout devient... C'est sûr que c'est à une autre échelle, mais en fait, lever des fonds n'est jamais simple. Et je suis sincèrement convaincu que ça ne le sera jamais. Même quand je gagnerai 40 000 euros par mois, je pense que ça ne le sera jamais. Parce que je demanderai plus 500 000, je demanderai 1,2 million. Et tu as toujours les mêmes risques. Quand il s'agit de lever des fonds, c'est jamais acquis. En fait. C'est jamais acquis parce qu'il y a toujours des problématiques. Et j'ai quelques-uns de mes mentors, c'est ça, ils gagnent très très bien leur vie. Et des projets à 1 million, bah, ça se finance pas si facilement que ça. Donc, c'est beaucoup de croyances limitantes. Je dirais pas que c'est moins facile, on va pas exagérer. Je galère moins. Quand j'étais étudiant, c'est sûr, j'ai plus besoin de faire 17 banques. Mais pour mon dernier projet, tu vois, j'en ai fait 4. Parce que mes partenaires habituels n'ont pas voulu me suivre. Donc, toujours un peu challengeant. Bah oui. Et, ok, et donc du coup, au total, là, t'as 4, entre guillemets, comment on appelle ça, biens. Ouais, c'est ça, ouais. J'en ai 4 gros biens qui vont plein de l'eau, quoi. Voilà, et sur les 4, il y en a 2 du coup qui tournent. Ouais, c'est ça. Il y en a 2 qui tournent à plein régime. Le troglodyte encore en travaux. Le troglodyte encore en travaux. L'autre, il sera fini. On espère le mettre pour printemps prochain, été prochain. Ça serait bien qu'il arrive pour la saison haute, là, de courte durée. Ça serait cool. Ok. Et alors, il y avait après, je sais plus s'il y avait encore des points techniques qu'il fallait qu'on discute. Du coup, toi, tu passes après en société depuis que tu es avec ton frère, donc à partir de ton 3e et ton 4e investissement. Exactement. Tu t'es mis avec ton frère en SCI. Oui. Et la question que je voulais te poser... Attends. Ah oui, voilà. En fait, moi, ce que je trouve remarquable dans ton parcours, et j'ai l'impression que c'est devenu rare dans mon entourage ou dans les gens que je côtoie, c'est que j'imagine qu'avec tout ce que tu as fait, tu as dû vraiment... Tu as parlé tout à l'heure de plaisir différé vs plaisir immédiat. C'est-à-dire que là, tu sors d'un tunnel de boulot, je ne sais pas s'il y a un mot français pour dire tu as accepté en fait de vivre chez tes parents à 28 ans, avec des revenus, j'imagine, très faibles. Pour l'emploi, j'avais 950 euros. Voilà, j'ai été 2 ans chez mes parents. 2 ans, ouais, c'est énorme. Je suis resté de 28 à 30 ans, mais j'avais 700 jours de Pôle emploi pour être transparent avec toi, à 950, 980 en fonction du mois, si c'est en 30 ou en 31 pour être très précis. Et j'y ai été 2 ans. C'est énorme. Et ça, comment t'as réussi mentalement? Enfin, t'arrives à avoir des copains ou des copines? Ouais, bah oui, mais... T'avais une vie sociale quand même, enfin... Franchement, je sais pas. Très peu. Très peu, faut être transparent aussi, c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est que tu fais pas la fête tous les jours. Niveau sentimental, bah non, ça a éclaté en vol, donc compliqué. Et puis je me suis rabattu dans le travail. Et puis non, après j'avais des amis de longue date, donc ça oui, bien sûr que ça je les ai toujours gardés. Donc je faisais les allers-retours justement pour aller voir mes amis, etc. Voilà, mais c'est vrai que je bossais comme un acharné, j'étais du matin au soir tout seul à travailler, quoi. À travailler sur l'IMO, et en parallèle à me dire un jour l'IMO, justement pour avoir ces facilités de croissance, pour avoir cette facilité de levée de fonds, un jour il va falloir que tu mettes une entreprise dans le lot qui génère aussi des revenus pour pouvoir démultiplier un petit peu tout ça. Et puis aussi par mon envie d'enseigner, donc c'est comme ça qu'est né Real Life
début d'année. Real Life, l'entreprise en soi de formation est vraiment pris forme début d'année là, cette année. Donc c'est-à-dire que même aujourd'hui, tu comprends aussi pourquoi quand tu demandes des prêts en banque, j'ai pas de bilan d'entreprise. Au niveau pro, j'en ai pas, j'ai pas fini mon année au mois que mois de septembre. Donc compliqué. Et j'ai eu mes premiers élèves de formation, pareil, pour être toujours très transparent, sont arrivés au mois d'avril. Donc même si tu as quasiment 50 000 abonnés, c'est pas parce que tu lances une formation que ça y est, ça fait un carton. Les gens aussi se rendent pas compte, mais on voit beaucoup de trucs, on a beaucoup de sensations et d'impressions sur Instagram. Mais la réalité, c'est que c'est un travail stratosphérique. Je crois que mon entreprise a monté et a développé depuis là maintenant 1 an et demi, parce qu'elle a quasiment été là aussi 1 an, ou pendant 1 an, j'ai rien vendu quasiment. Et c'est un boulot stratosphérique en plus de l'IMO, et c'est un challenge, et là aussi personne n'y croyait, etc., etc. Et puis aujourd'hui, voilà, ça commence vraiment depuis le mois d'avril à bien prendre. On a des dizaines et dizaines de participants que j'accompagne, etc. Parce que maintenant, justement, je ne fais pas que de la formation vidéo, je fais aussi de l'accompagnement, voilà, sur Zoom, etc. Parce que j'aime coacher mes élèves, j'aime travailler avec eux, j'aime, voilà, les emmener, leur donner les cartes en main pour pouvoir après être autonome et gérer leur parc. Donc moi, je fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, tout ça commence à payer, mais si t'as bien retenu, je vais te challenger Dorine, mais si t'as bien retenu une phrase que je t'ai dit au début, le jour où j'ai soutenu ma thèse, je me suis dit, je me donne 5 ans. Et on était en 2019. Donc tu vois, si tu fais le calcul, on y est toujours pas aux 5 ans. Donc aujourd'hui, je suis toujours en plaisir différé. Et pourtant, très, très honnêtement, je gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros avec l'immobilier, je ne me fais pas de plaisir. J'ai toujours ma petite 205 et ma petite Polo. Et je compte pas changer encore, il me reste 2 ans. Mais t'es quand même parti de chez tes parents. Et je suis parti, là je suis chez moi, tu vois. Je suis chez moi, j'ai repris mon indépendance, parce que ça devenait, on va dire, une survie psychologique pour ne pas exploser en vol. Donc non, j'ai mon indépendance, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne flambe pas. Je ne flambe pas, j'ai pas changé ma voiture, non. Parce que à un moment, je garde 95% de mes bénéfices pour croître, que ce soit mon parc, que ce soit mes entreprises. Aujourd'hui, je suis dans une phase de croissance, et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin que ce que je suis. Pour moi, j'ai à peine commencé, tu vois. Donc, même si tout s'est fait vite, c'est loin d'être suffisant pour mes objectifs personnels. Donc aujourd'hui, je suis toujours dans ce plaisir différé. Et les gens, des fois, ne le comprennent pas. Ils se disent, mais pourquoi tu roules encore dans ta petite voiture d'étudiant, etc. Et tu te fais pas vraiment de plaisir, on ne te voit jamais en voyage dans les hôtels. Parce que je vais pas dire que ça m'intéresse pas. Un jour ou l'autre, oui, ça viendra, mais pas tout de suite. Je veux pas flamber. J'ai trop ce mindset et cette éthique financière pour gâcher tout ce que j'ai enduré ces 3 dernières années, tu vois. Donc, non, je continue comme ça. Et du coup, quand t'es parti de chez tes parents, t'es parti dans un de tes appartements Non, d'un j'ai loué. immeuble, ou t'as pris une location ? J'ai pris une loc. Là aussi, c'était purement stratégique, parce que j'ai pris une loc pour être très, très pragmatique, tu vas vite comprendre le débat, c'est que j'ai pris une loc à 500 balles par mois, et mes apparts en courte durée me rapportent pas moins de 1500. Donc en fait, si je me bloquais un appart, je perdais 1000 euros par mois. Donc en fait, il fallait mieux que je me mette locataire, quoi. Mes logements rapportent beaucoup trop par mois, pour que j'en bloque un, surtout l'été. Les apparts, c'est 2500 euros par mois pour un appart de 40 mètres carrés. Je peux pas me permettre de bloquer ça versus une loc à 500-600 balles, c'est impossible. Ok. Puis je voulais pas vivre chez moi. Génial. Ouais. Ah ouais, pourquoi ? Ça veut dire quoi, pas vivre chez soi ? Je sais pas, je les ai fait en fait en mode tellement non émotionnel. Moi, quand il s'agit du travail, je suis un robot, je me pose pas de questions. Pour moi, c'est des maths, et je veux pas vivre forcément où j'y ai travaillé. Pour moi, c'est fait pour générer de l'argent, pour me générer une vie. Ah oui. Et je voulais pas mettre ma vie privée, mes sentiments dans cet appartement. Non, non. Ouais, et puis d'avoir les locataires qui savent que t'es là. Ouais, voilà. Qui t'appellent, le robinet il est bouché, viens m'aider. Ouais. Et puis justement aussi, pour sortir cette charge mentale, je voulais sortir de mon parc, sortir de mon business pour... C'est tout bête, hein, mais de se dire, ok, là je rentre chez moi, je décompresse, je laisse ça à côté, je suis chez moi, ça n'a rien à voir, je suis comme monsieur et madame tout le monde, je loue mon appartement. Mais au moins, parce que sinon, je restais toujours dans... Parce que j'ai fait quelques petites semaines justement à vivre dans mes apparts de temps en temps quand j'allais marcher chez mes parents, et tu décroches plus, t'as l'impression d'être sur les lieux, tu vas à l'appart du dessus, il reste des travaux à faire, tu décroches plus en fait. Donc, non. Ouais. Ok, alors est-ce que j'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour ? Non, on a ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, je pense que tu as fait pas mal passer de messages. Je sais pas si tu avais un dernier message encore à faire passer aux auditeurs en général par rapport pour leur mindset. Est-ce que tu as un petit dernier mot à dire ou pas pour eux Ouais, bien sûr. Moi, je dis toujours, le plus important dans la vie, c'est de pas avoir de regrets.
Tu vois, je regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait. Même si ça n'aurait pas fonctionné, faites les choses. Il faut mieux faire à fond. Et si ça passe pas, la pilule sera toujours plus facile à digérer que si vous ne le tentez pas. Vous aurez toujours des regrets. Et toutes les personnes âgées vous le diront, avoir des regrets, il n'y a rien de pire au monde. Moi, je veux faire tout ce que je rêve. Et si je sais que j'atteindrai pas tous mes rêves peut-être, mais en tout cas, je vais tout faire pour. Et si je réussis pas, je m'en serai donné moyen. Donc, il faut vraiment s'en donner les moyens. Oubliez un petit peu les croyances limitantes. Tentez des choses. Vous pourrez être surpris si vous mettez vraiment du cœur à l'ouvrage. Vous pourrez être surpris si vous le faites intelligemment. Vous pouvez vraiment être surpris des résultats que vous pouvez avoir. Il faut vous battre. Il faut vous battre si vous voulez quelque chose. Trouvez pourquoi vous voulez cette chose. Pourquoi vous vous levez le matin. Et arrachez tout tous les matins parce qu'il vous attend des trucs de fou furieux que vous n'imaginez même pas. Ça vous demande de la résilience, mais lâchez pas. Les regrets, c'est terrible. Franchement, les regrets, c'est terrible. Et du coup, si jamais les personnes qui t'ont entendu du coup, sur le podcast, ils ont envie de suivre la suite de ton histoire ou même s'intéresser à comment, voir comment tu fais, qu'est-ce que tu proposes aussi comme formation, etc. Où est-ce qu'ils peuvent te suivre et quel est le meilleur endroit pour eux pour, J'ai envie de te dire deux endroits. Premièrement, vous pouvez me retrouver sur Instagram, qui est mon canal de diffusion principal, donc Real Life by Steven. Et ensuite sur le site internet de l'entreprise, donc www.reallifebysteven.fr ou .com, on a les deux. Et là, vous verrez beaucoup plus de détails, j'ai envie de dire, sur les offres, sur mes programmes. Vous verrez ce que je propose, les modules, vous verrez un petit peu tout en détail ma façon de faire. Vous retrouverez également mon parcours un petit peu plus détaillé sur le site internet. Et puis, si vous voulez échanger, m'écrire, vous n'hésitez pas, vous passez par la contact du site ou sur Instagram. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Et ça m'intéresse de savoir quels sont les types d'élèves que tu as, c'est-à-dire quel est le profil d'élève avec lequel tu travailles particulièrement. Alors, moi, profil d'élève... C'est plutôt des gens qui gagnent bien leur vie, des gens qui sont des étudiants en cardiologie, j'en sais rien. Non, j'ai quand même très peu d'étudiants, parce que les étudiants, c'est compliqué de leur faire, j'ai envie de dire, leur faire mûrir et évoluer de là à se dire écoute, tu vas donner 2000 € dans une formation. Et au final, il y a très peu d'étudiants qui en sont capables. Il y a aussi une raison financière, souvent quand tu es étudiant c'est pas simple, donc c'est les deux en fait, c'est un peu les deux. Non, le profil que j'ai le plus, c'est des gars entre 20 et 35, même si j'ai des personnes un peu plus âgées, mais de façon générale c'est 20 et 35. C'est des jeunes actifs, ça peut très bien être de l'artisan, ça peut très bien être j'ai du gardien d'immeuble, j'ai un peu tous les corps de métier classiques, mais de façon générale c'est pas des personnes qui gagnent très très bien leur vie. Mais tu sais, j'ai remarqué un truc d'horrible, et tu me diras si tu l'as remarqué, mais les personnes qui ont le plus d'études et qui gagnent le plus leur vie sont les personnes impossibles à remettre en question et impossibles à faire changer. Et au final, c'est les personnes qui n'accepteront pas de se faire former par quelqu'un d'autre, parce que c'est des personnes souvent qui savent tout. Et je l'ai déjà remarqué, et tu prends des avocats, tu prends des gestionnaires de patrimoine, leur dire forme-toi l'IMO, ils vont dire mais tu rigoles, moi je sais déjà, je gagne bien. Et en fait c'est les pires investisseurs, c'est les gens qui investissent beaucoup, pourtant tu les vois les avocats parce qu'ils gagnent bien leur vie, donc ils achètent. Mais acheter, il faut faire attention, il faut pas se laisser berner. Ils achètent beaucoup d'appartements, mais il y en a pas un seul qui génère du cash flow. Ce sont des très mauvais investissements, c'est du Pinel, en termes de rentabilité c'est pitoyable. C'est juste qu'ils le font parce qu'ils ont une grosse capacité. Et ces personnes-là sont très 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 difficiles à coacher, parce que ces personnes qui n'ont pas de déclic, en fait, c'est très difficile. Alors que les personnes plus humbles, donc du coup, dans une classe sociale, si je puis dire, plus basse, en fait, elles ont rien à prouver, elles ont pas cet ego un petit peu gonflé, et elles se disent, écoute, moi je suis mort de faim, et mes meilleurs résultats, je les ai avec des personnes qui gagnent 1600 € par mois, quoi. Très clairement. Mais en fait, là, j'approuve complètement, et en plus on a une preuve scientifique, c'est que tu as remarqué tous les entrepreneurs et gros investisseurs qui cartonnent, en général, ils viennent pas d'un milieu hyper aisé, où ils n'ont pas forcément fait des hyper hautes études. Non. Ça c'est vrai que on l'observe, quoi. Ah oui, non, mais moi, une exception, le cardiologue, c'est une exception, et encore, t'as jamais bénéficié, t'es jamais rentré dans le stade. Voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai jamais profité de cette aisance, j'ai jamais gagné 6000 € par mois, j'ai toujours été, même un petit peu en galère chaque mois avec j'avais juste mes études, mes parents n'ont pas pu m'aider, donc non, je viens aussi de ce monde où c'est difficile, j'ai souvent dû aider aussi les parents à finir un petit peu le mois, etc. C'est toujours été un peu compliqué. Donc mais c'est aujourd'hui ce qui, oui, je suis d'accord avec toi, et je te rejoins là-dessus, fait la force de ces personnes, parce que c'est là que tu te remets en question, c'est là que tu te plonges un peu face à toi-même dans le miroir et que tu te dis il faut que tu changes en fait. Et souvent c'est pas facile à faire, c'est le plus dur à faire, mais c'est ce qui porte le plus ses fruits aussi.
Bah ouais, bah merci, c'est magnifique, je suis super contente Écoute, que moi tu étais aussi. là. Et je te remercie 1000 fois pour tout ce que tu as apporté aux auditeurs. Je suis sûre qu'ils vont être hyper inspirés. Et puis, Steven, c'est vraiment le spécialiste de la location courte durée dans des immeubles. Enfin, moi, c'est comme ça que je te vois. Et immeubles, travaux, Voilà. courte durée, et puis t'as tout résumé. Voilà. Bah, merci beaucoup et à bientôt. Écoute, je t'en prie, merci pour l'invitation, Dorine. Ciao, ciao. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao!